RCJ Midi, édition spéciale. Les 80 ans de la révolte du ghetto de Varsovie. Soyez les bienvenus dans RCJ Midi en ce jour de Yom HaShoah et au cœur de cette semaine spéciale consacrée au 80e anniversaire de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Dans cette émission, nous allons nous pencher sur la résistance juive et le symbole que représente cet épisode de la Shoah. Nous en parlerons avec notre invitée, l'historienne Annette Viviorca. On s'intéressera plus particulièrement à la résistance féminine autour d'un livre, Les Résistantes, paru récemment aux éditions Les Arènes. On reviendra également sur les origines de ce jour du souvenir, Yom HaShoah, instauré en 1951 par l'État d'Israël, une date en lien évidemment avec le soulèvement du ghetto. Et puis nous écouterons deux témoignages de combattantes et combattants du ghetto. Francis Huster lira un témoignage anonyme et Mathilde Amé incarnera Sivia Lubetkin. Et puis vos chroniques également consacrées à ce Yom HaShoah et au soulèvement du ghetto de Varsovie. Nathalie Zage vous parlera du livre de Ginette Kolinka, Une vie heureuse. Et puis Gabriel Alperne, dans sa chronique philo, évoquera la symbolique de la révolte du ghetto. Voilà donc pour le programme de cette heure d'info que l'on débute donc avec l'essentiel de l'actualité à la mi-journée avec Margot Siffer. Le journal Margot Siffer. Deux hommes âgés de 48 et de 50 ans ont été blessés dans une attaque terroriste à l'arme à feu à Jérusalem. Ils ont été pris pour cible alors qu'ils circulaient à bord de leur véhicule. Le tireur qui a réussi à prendre la fuite est toujours recherché. Les habitants du quartier ont été appelés à s'enfermer chez eux. Toujours dans l'actualité israélienne, l'État hébreu célèbre aujourd'hui le 18 avril Yom HaShoah, Églantine Delalleux. Pendant 2 minutes, Israël s'est figé, les voitures coupent leur moteur, les bus se mettent sur le bas-côté et les piétons s'arrêtent. Il était 10h ce matin. Une sirène pour marquer la journée de la Shoah en mémoire des 6 millions de juifs assassinés par l'Allemagne nazie, un jour solennel qui débute le 27 du mois hébraïque de Nissan, coïncidant avec la plus grande partie du massacre des juifs d'Europe et avec la révolte du ghetto de Varsovie. Une journée du souvenir pour la Shoah, mais aussi pour l'héroïsme. Et quelles sont les origines de cette journée? Quand a-t-elle été instaurée? Alors il faut remonter aux années 50 pour voir la première tentative de commémoration. La chambre de la Shoah, fondée en 1948 par des survivants et leurs familles à proximité du tombeau de David, est conçue comme un lieu de recueillement, mais ce sera quelques années plus tard, en 1951, que la Knesset retient la date du 27 Nissan en s'appuyant symboliquement sur la date du soulèvement du ghetto de Varsovie le 19 avril 1943. Et que se passe-t-il en Israël lors de Yom HaShoah? Alors pendant cette journée, les lieux de loisirs et la plupart des établissements publics sont fermés et les médias diffusent principalement des documentaires et témoignages consacrés au génocide juif. À l'école, les enfants sont habillés en bleu et blanc aux couleurs du drapeau national et participent à des cérémonies. La Chine se dit prête à jouer un rôle de médiateur dans le conflit israélo-palestinien. Le ministre chinois des Affaires étrangères a également rappelé qu'il soutenait une solution à 2 États. Son homologue israélien Eli Cohen a pour sa part demandé à Pékin d'agir pour que l'Iran ne puisse pas se doter de l'arme nucléaire. Au moins 185 personnes ont été tuées et 1800 autres blessées au Soudan depuis 3 jours. L'ambassadeur de l'Union européenne au Soudan a également été agressé chez lui, à son domicile. Si le diplomate irlandais n'est pas blessé, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, dénonce une violation flagrante de la Convention de Vienne. C'est une mise en garde à prendre au sérieux. Les chefs de la diplomatie du G7 ont promis de faire payer le prix fort aux pays qui fourniraient une assistance à la Russie dans la guerre en Ukraine. Ils font aussi front uni face à la Chine dont ils condamnent les activités de militarisation maritime. 3 jours après la validation partielle par le Conseil constitutionnel de la réforme des retraites, Emmanuel Macron a pris hier soir la parole. Il souhaite notamment mettre en place un nouveau pacte de la vie au travail pour débuter des négociations sur plusieurs sujets comme l'amélioration des revenus des salariés et le partage de la richesse. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, l'a confirmé ce matin sur France Info. Ce que le président dit, c'est qu'il y a une aspiration qui a été entendue à travers le mouvement social à une plus juste répartition de l'effort, un plus juste partage de l'effort.
C'est aussi ça qu'on a entendu. Et ce que nous disons aux Français, c'est qu'on entend ce message. Et qu'on veut qu'il y ait un plus juste partage de l'effort, mais aussi un plus juste partage des solidarités, un plus juste partage des ressources. On l'a vu avec le plan énergie, on le verra avec le plan eau. On va transcrire dans la loi un accord demandé par les syndicats et le patronat qui parle de la répartition de la valeur. C'est-à-dire que quand une entreprise des 10 salariés fait du bénéfice, eh bien les salariés doivent en être aussi les bénéficiaires. Et les organisations patronales et syndicales sont d'ailleurs conviées dès aujourd'hui à l'Elysée pour en discuter. Par ailleurs, Emmanuel Macron dit se donner 100 jours pour agir au service de la France et relancer son quinquennat. Une allocution qui a été accueillie partout en France par des concerts de casseroles et des manifestations sauvages émaillées de dégradations. Le premier décollage de la plus grande fusée du monde, Starship, initialement prévu hier mais reporté à la dernière minute pour cause de problèmes techniques, sera retenté ce jeudi à 8h, 28h locales depuis le Texas aux États-Unis. L'appareil a été développé par SpaceX pour des voyages vers la Lune et Mars. De la culture avec l'ouverture aujourd'hui du Printemps de Bourges qui se tient jusqu'à dimanche. Au programme de cette 47e édition, notamment M, Juliette Armanet, L'Homme Pâle ou encore Bob Sinclair. Quelques 20 000 festivaliers sont comme tous les ans attendus dans une dizaine de salles de concert différentes. Du sport à présent avec d'abord le mondial de foot des moins de 20 ans qui a été délocalisé en Argentine. Cela fait suite au refus par l'Indonésie d'accueillir l'équipe d'Israël. Par ailleurs, c'est ce soir que débutent les quarts de finale de Ligue des Champions. L'AC Milan se déplace à Naples pour tenter de conserver son avantage 1-0 acquis à l'aller. Et Chelsea reçoit le Real Madrid après sa défaite 2-0 dans la capitale espagnole. Les deux rencontres sont à suivre dès 21h. Et enfin, on va terminer ce journal en vous donnant cette information. Une conférence de la coopération féminine aura lieu ce jeudi à 14h à l'espace Rachid. Les précisions avec vous, Audrey Point, bonjour. Bonjour Margot. Oui, en effet, la coopération féminine reprend les jeudis de la COP. C'est un événement que nous faisons une fois par mois. Nous accueillons les adhérents comme les non-adhérents à venir participer à une conférence sur des thèmes divers et variés. Et ce jeudi, nous invitons Haïm Musican et Jean-Pierre Alali, qui sont tous deux écrivains et journalistes, entre autres, et qui nous parleront de leur dernier livre qui s'intitule « Les Magnifiques ». Cet ouvrage dresse le tableau de 80 personnages du monde juif qui ont marqué leur époque. On pourra citer Naftali Herzenberg, qui est l'auteur de la Tikva, l'hymne national israélien, Walmar Afkin, le découvreur du vaccin contre le choléra, ou encore Jean-Jacques Goldman, le célèbre chanteur-compositeur français que tout le monde connaît et adore. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont en parler à travers des vidéos, et aussi ce sera fait sous forme de questions-réponses, de manière à ce qu'il y ait une certaine interactivité entre les auteurs et l'audience. Et puis c'est plus ludique, c'est plus sympathique. Vous aurez l'occasion d'acheter le livre dédicacé par les auteurs. C'est vraiment un événement à ne pas rater. Ça se passe donc ce jeudi, le 20 avril à 14h à l'espace Rachid, au 39 rue Broca. On vous attend nombreux. Alors n'hésitez pas à m'appeler au 01 42 17 10 90 de manière à ce que je puisse vous inscrire. Je suis Audrey. Vous aurez également tous les renseignements sur le site de la coopération féminine. À très bientôt. Merci beaucoup Audrey Point pour toutes ces informations. Merci Margot Siffer. Chaque jour dans RCJ Midi, une personnalité pose son regard en toute liberté sur l'actualité. Et le mardi, c'est la grand reporter à LCI et TF1, Valérie Nataf, qui nous adresse son billet d'humeur. Le billet d'humeur, Valérie Nataf. En cette semaine de commémoration du soulèvement du ghetto de Varsovie, revenons sur les soulèvements populaires, ceux qui façonnent ou pas l'histoire. Évidemment, toutes ces insurrections n'ont pas la même intensité. Dans le ghetto, on mourait. Ce n'est heureusement pas le cas dans certains soulèvements aujourd'hui. Mais tous racontent la force du collectif et la résistance à ce qui serait écrit. Et nous ne retenons pas forcément ces soulèvements à l'aune de ce qu'ils ont accompli. Le ghetto de Varsovie en serait le contre-exemple, même si la résistance acharnée des juifs du ghetto a mis en échec les plans des nazis pendant des semaines.
On retient ces moments à la manière dont ils ont changé le cours censé être inéluctable des événements et aussi à la détermination de ceux qui ont pris les armes ou battu le pavé pour exprimer leur refus de ce qu'on leur imposait. En France, les jacqueries médiévales traduisaient un refus de nouveaux sacrifices fiscaux à l'époque et aussi le sentiment d'être ignoré par les nobles, toute ressemblance avec des événements. On connaît la suite. Tous les mouvements populaires n'ont pas été des victoires, loin s'en faut, mais leur trace dans la mémoire collective construit les imaginaires et d'une certaine manière permet d'échafauder les démocraties. Qu'est-ce qui donne naissance à un soulèvement? Le sentiment de défendre sa vie, de tenter de recouvrer la liberté et de dire aux puissants qu'il leur faut compter avec les masses, avec le peuple, avec ceux qui n'ont souvent pas leur mot à dire. Comme le disait Lafayette en 1790, l'insurrection est le plus sacré des devoirs. Et partout dans le monde, à toutes les époques, ce devoir a été honoré. De la Révolution française au printemps arabe, de mai 68 à la lutte anti-hijab en Iran, sans oublier les milliers d'Israéliens dans la rue contre la réforme de la justice. En France, bien sûr, avec les Gilets jaunes et cette immense mobilisation contre la réforme des retraites. Pas un soulèvement, me direz-vous, puisque le mouvement de protestation a été organisé, canalisé et animé par les organisations syndicales. Mais on le voit, au-delà de la réforme des retraites, ce sont d'autres enjeux qui apparaissent, le rapport au travail, la demande de plus de démocratie directe, etc. Malgré les innombrables raisons qui président à la naissance d'un soulèvement, il y a quelques constantes. Le sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand que soi, les solidarités qui s'y expriment, l'ivresse des victoires et bien sûr l'amertume des défaites. Nos gouvernements sont à chaque fois surpris par ces éruptions démocratiques. Ils comptent souvent sur la lassitude, la fatigue, voire la violence qui décourage les plus raisonnables. Mais quoi qu'ils en disent, ces mouvements leur rappellent de quoi le pouvoir procède, d'une délégation du pouvoir qui peut être modifiée à tout instant. La démocratie compte plusieurs enceintes où les conflits peuvent s'exprimer et souvent se dénouer, mais quand l'institution grince ou bloque, la force des soulèvements populaires est grande. Nous ne devrions pas l'oublier. Merci Valérie Nataf. Dans un instant, suite de notre semaine spéciale consacrée au ghetto de Varsovie, nous reviendrons tout d'abord sur le fil des événements qui ont mené à cette révolte et puis sur la révolte armée elle-même avec l'historienne Annette Viviorca. RCJ Midi, édition spéciale, les 80 ans de la révolte du ghetto de Varsovie. Émission spéciale donc à l'occasion de Yom HaShoah et donc des 80 ans du soulèvement du ghetto de Varsovie. Dans un instant, nous écouterons un témoignage au cœur de la bataille, mais avant, Lou Cohen revient pour nous sur la chronologie des événements. Ça a commencé lorsque les Allemands ont décidé de liquider définitivement le ghetto. On était environ 200 garçons et filles armés. On était organisés militairement et on a attaqué les troupes allemandes qui entraient ce jour-là dans le ghetto. Les Allemands ont dû reculer et pour nous, c'était notre victoire. Marek Edelman, le commandant en second de l'insurrection, a seulement 24 ans. Il est l'un des fondateurs de l'organisation juive de combat avec Mordechai Anilevitz, une organisation composée de jeunes juifs du ghetto de Varsovie, des résistants qui préféraient mourir les armes à la main plutôt que dans les camps d'extermination. On était 200 et en face, on avait une armée de quelques milliers de soldats. Donc c'était évident qu'on ne pouvait pas gagner la guerre. Alors, quels étaient nos espoirs? La victoire, la fin de la liquidation, c'était peu probable. Et on n'était pas idiots. On savait très bien à qui on se mesurait. C'est l'ensemble de la population qui participe au soulèvement, hommes, femmes, adolescents. Mais les forces en présence sont très inégales. Côté résistants, ils sont entre 1000 et 2000, faiblement armés, sans formation militaire. Quelques dizaines de pistolets, de fusils et des cocktails Molotov, comme l'explique Simra Rotem, un des résistants juifs qui a survécu. Par rapport aux Allemands, nous n'avions pratiquement aucune arme. Qu'est-ce qu'une mitrailleuse, un pistolet et une grenade à main face à toute l'armée allemande qui a conquis toute l'Europe? Bien sûr que cela n'est rien. Côté allemand, le SS Jürgenstrup est chargé de détruire le ghetto. Après le début de la révolte, il fait appel à des renforts. 2000 soldats et chars sont envoyés, mais ça ne suffira pas. La résistance surprend les Allemands et le soulèvement du ghetto durera presque un mois jusqu'au 16 mai 1943.
Témoin du soulèvement, Anna Langfou s'était cachée dans la partie libre de Varsovie. Ils n'étaient pas nombreux, ils avaient peu d'armes, ils étaient aidés par des femmes et des tout jeunes enfants entre 10 et 14 ans. Mais ils ont choisi cette mort. Ils se sont battus pour cette mort. Ils ont choisi de mourir en homme libre. Face à l'ampleur de la résistance juive, Stroop décide d'incendier le ghetto dès le 8 mai 1943. Du gaz est envoyé dans les souterrains, les bunkers sont détruits, le ghetto est bombardé. La résistance est brisée en quelques jours, mais la lutte continue encore quelques semaines cachée dans des caves. Parmi les habitants, certains s'échappent par les égouts, mais la majorité est capturée. Fela Goldberg, rescapée du ghetto. « 7000 juifs sont morts au combat ou se suicident. 6000 autres sont brûlés vifs, gazés dans les souterrains ou fusillés. Les autres sont déportés. Le quartier est rasé, les immeubles brûlés un à un. Benjamin Mead était présent. Tout le ciel était rouge, complètement rouge. Il y avait tellement de flammes dans le ghetto que ça illuminait toute la ville de Varsovie. Le 16 mai 1943, Jürgen Stroop annonce à Heinrich Himmler. Il n'y a plus de zone de résidence juive à Varsovie. Et pour célébrer la victoire, les nazis détruisent la synagogue de la rue Tloumaki. Mais c'était un symbole, le symbole de notre résistance et de notre lutte pour la liberté. Et pour évoquer ce soulèvement du ghetto de Varsovie, nous sommes en ligne avec Annette Viviorka, historienne, spécialiste de la Shoah, de l'histoire des Juifs au XXe siècle et notamment autrice de ce remarquable livre, Tombeau, prix Femina 2022. Bonjour Annette Viviorka. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette émission donc consacrée au soulèvement du ghetto de Varsovie. On va dans un premier temps revenir au contexte dans lequel naît cette idée de révolte armée. Nous sommes le 22 juillet 1942. Les Allemands, à travers la Grande Action, commencent à déporter les Juifs du camp d'extermination au camp d'extermination de Treblinka depuis donc le ghetto de Varsovie. Début janvier 1943, les autorités allemandes accélèrent cette déportation des populations donc du ghetto vers Treblinka et l'idée est donc de liquider définitivement le ghetto. La population du ghetto est passée de 450 000 à 70 000 personnes et il y a une première résistance qui va s'organiser, c'est le 18 janvier 1943. Oui, cette résistance armée, on peut dire qu'il y a toujours eu de la résistance dans le ghetto de Varsovie sous diverses formes, des publications, l'organisation de soupes, l'organisation d'un enseignement clandestin. Donc, ce qui se passe à partir de la Grande Action, c'est la prise de conscience que la déportation, c'est l'assassinat et l'assassinat de masse. C'est une idée qui se fait jour petit à petit. Les premiers renseignements proviennent de Chelmno, de survivants du Chelmno qui rentrent dans le ghetto. Et à partir de ce moment-là, un certain nombre de groupes organisés, surtout des jeunes des partis politiques bundistes, sionistes, pensent à une action armée et pensent à l'union de ces groupes. Et effectivement, vous avez parfaitement raison, la première occasion qui leur est donnée de cette résistance armée, c'est en janvier 1943, quand Himmler a eu la première décision finalement de liquider, ça c'est de la langue nazie, mais de liquider le ghetto, et où ils se retrouvent devant une résistance, et ils font marche arrière. Alors, jusqu'à Oui, allez-y, je vous en prie, terminez. Oui, je dis jusqu'à ce moment du 18-19 janvier, les nazis aiment bien choisir les fêtes juives pour leurs actions meurtrières. Donc, le 19 avril, c'est Pessah, c'est la Pâque juive, et là, les groupes armés sont bien décidés
à ne pas se laisser faire. Oui, rappelons. Et la résistance est organisée avec un certain nombre de leaders, Morderagne, Anielewicz pour la Chomera Tsaïr, Marek Edelman pour le Bund. Ce sont tous des très, très jeunes gens et ils sont extrêmement mal armés puisqu'il a été très difficile pour eux d'obtenir des armes de la résistance polonaise. Donc ils ont quelques dizaines de fusils, ils ont fabriqué des cocktails Molotov et ils sont bien décidés à se battre. Alors justement au niveau logistique, entre la prise de décision d'une révolte armée et 2-3 mois plus tard, ce matin du 19 avril 1943, comment cette résistance s'organise justement au niveau logistique? Vous étiez en train de dire il y a un instant qu'il était difficile de trouver des armes et que la résistance polonaise à l'extérieur du ghetto, côté arien, n'a pas répondu positivement aux demandes des Juifs. Elle a répondu très, très chichement. Et ce qui est très intéressant, c'est que un des partis politiques très représentés en Pologne et dans le ghetto, qui est le Bund, qui est le Parti socialiste juif, lui a cru à peu près en octobre 1942, très tard, que l'action pourrait être organisée avec les gens du PPS, avec les socialistes polonais. Et ça n'a pas été possible, et c'est ce qui les a décidés finalement à créer avec les autres organisations, ce qu'on a appelé l'organisation juive de combat, qui est cette organisation qui se manifeste pour la première fois en janvier 1943 et qui va être à la tête de l'insurrection. Alors, dans un ghetto, vous l'avez dit très bien, 70 000, ça me semble même un chiffre un peu élevé, mais il subsiste une population dans un ghetto qui a été rétréci, et c'est une population qui travaille dans des ateliers pour l'armée allemande. Alors, ces groupes ont clairement la conscience, cette conscience que la mort est certaine et veulent tout simplement mourir les armes à la main. Je cite cette phrase célèbre d'Israël Chaim Weilner qui dit Jurek, qui dit nous ne voulons pas sauver notre vie, personne ne sortira vivant d'ici, nous voulons sauver la dignité humaine. C'est ce qui mène ces combattants juifs? Oui, ce qui les mène, c'est effectivement mourir debout, mourir en quelque sorte en héros, mourir les armes à la main. Et ils ont conscience que la possibilité de survie est très mince. De fait, un certain nombre d'entre eux survivront. Anielewicz, qui est donc le jeune homme, il faut bien s'imaginer qu'on a affaire à des tout jeunes gens, 20, 22, 18, vraiment des jeunes gens. Anielewicz se suicidera dans le bunker qui est le QG de la résistance et qui se trouve rue Mila et qui aujourd'hui est muséographié. Si vous allez à Varsovie, vous pouvez vous incliner à l'emplacement de ce bunker. Et nous y serons demain matin en direct justement. Que se passe-t-il à Nedviorka au matin du 19 avril 1943 ? Et au matin, quand les troupes dirigées par le général Stroop pénètrent dans le ghetto, ils sont attaqués par un déluge de cocktails Molotov, de feu, et cette résistance va durer jusqu'au 16 mai, si ma mémoire est bonne, jusqu'au 16 mai 1943, c'est-à-dire pendant 3 semaines, les groupes armés dans le ghetto résistent avec devant eux des gens armés, une puissance de feu qui est incomparable et surtout la tactique qui est de mettre le feu à l'ensemble du ghetto de façon à faire sortir de leur cachette des bunkers ce qui reste de la population qui n'est pas forcément d'ailleurs une population combattante. Donc c'est symboliquement très important puisque c'est la première révolte urbaine armée
de l'Europe occupée. Et la valeur est plus symbolique que militaire. On a souvent comparé le ghetto de Varsovie à Stalingrad, la bataille de Stalingrad s'est déroulée quelques mois avant. L'importance militaire est relativement mince. Le nombre de morts du côté allemand, d'après le rapport qu'établit le général Stroop et qu'il intitule « Le quartier juif de Varsovie a cessé d'exister », il y aurait eu 16 morts, ce qui n'est pas énorme. Mais la portée symbolique est considérable. Et non seulement à Varsovie, mais l'insurrection du ghetto est célébrée par toutes les résistances juives, partout dans le monde, aux États-Unis, l'année suivante, par la résistance juive en France en 1944. Et ça a été jusqu'à, disons peut-être jusqu'aux années 60, la grande commémoration. Alors cette révolte, vous l'avez dit, va inspirer d'autres révoltes dans d'autres ghettos, révolte également dans le camp d'extermination d'Auschwitz. Au-delà du symbole évidemment très fort que vous venez de souligner, cette révolte du ghetto de Varsovie, est-ce qu'elle a eu un impact dans l'histoire de la Shoah selon vous ? Vous me posez une question extrêmement compliquée. Quand on prend l'histoire de la Shoah globalement, c'est quand même l'histoire de l'engloutissement d'un peuple, du peuple yiddish de Pologne. Donc l'impact, il est moral, il est symbolique, il est ce qu'il a représenté dans le monde entier, ce qu'il a représenté en Israël. On oublie souvent, puisqu'on est cette année, l'anniversaire de l'insurrection du ghetto de Varsovie tombe à peu près, 2 jours après Yom HaShoah. Mais on a oublié que le Yom HaShoah, c'était le Yom HaShoah et des héros, des martyrs et des héros. Et que le premier lieu de célébration en Israël, ça a été le kibbutz, l'Omer HaGetaot, le kibbutz des combattants du ghetto. Un certain nombre de combattants du ghetto de Varsovie survivent. Le dernier d'entre eux, et qu'on a vu beaucoup et beaucoup entendu en France, étant Marek Edelman. Mais il y avait aussi en Israël des survivants du ghetto. Donc l'idée, et cette idée est capitale, c'est qu'il faut se battre, il faut lutter, les armes à la main. Mais l'impact sur la destruction des Juifs d'Europe, j'aurais aimé dire qu'il est considérable. Je pense qu'il est en fait infime. Et peut-être symbolique, puisqu'on a l'habitude de dire que l'histoire est écrite par les vainqueurs, et les habitants, les Juifs enfermés dans le ghetto de Varsovie avaient cette crainte justement que cette histoire ne soit pas racontée, le fait d'avoir tout de suite pris conscience du devoir de raconter et de documenter. Est-ce que cela... la prise de conscience qui a été celle d'un jeune historien du Linke Position, du Position de gauche, Emmanuel Ringelblum, qui crée dans le ghetto très vite une organisation de résistance d'un type tout à fait nouveau, qui consiste à collecter les traces, collecter les journaux, collecter tout ce qui permettra ensuite d'écrire l'histoire. Oui, ça c'est quelque chose qui est pour moi exemplaire. Et vos éditeurs pourraient lire le livre de Samuel Kassoff qui s'appelle « Qui écrira notre histoire ?» et qui est l'histoire de ce groupe de résistance. Ça, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel, unique. Et les archives d'Emmanuel Ringelblum ont été enterrées, 2 des 3 lots ont été retrouvés, et la conscience qu'ont eu ceux qui ont participé à cette écriture de l'histoire, c'est que
eh bien oui, qui écrira notre histoire? Oui, l'histoire sera écrite, elle ne sera pas écrite par les seuls vainqueurs, puisque les Juifs auront eux-mêmes créé les archives et commencé d'ailleurs à écrire l'histoire. Ça, c'est quelque chose d'admirable. Ces gens étaient admirables puisqu'ils étaient en même temps des militants politiques, des travailleurs sociaux dans le ghetto et des personnes qui pensaient à l'importance de conserver les traces écrites et de pouvoir écrire l'histoire. Pour moi, c'est un exemple. Merci Annette Emmanuel Viviorca. Ringelblum est un de mes héros. Merci Annette Viviorca. Annette, on va vous garder quelques minutes encore car nous allons dans un instant évoquer la résistance féminine dans le ghetto à travers un livre que vous avez préfacé, Les Résistantes, édité aux éditions Les Arènes, signé par l'américano-canadienne Judy Bataillon. Mais avant, je vous propose d'écouter un témoignage anonyme. Il décrit les premières heures de la révolte et il est incarné par le comédien Francis Huster. Le 18 avril 1943 commence le dernier acte de la tragédie du ghetto de Varsovie. Un cadeau pour le Führer à l'occasion de son anniversaire. L'OJC, l'organisation juive de combat, est prête à affronter sa plus grande bataille. À minuit, les Allemands placèrent des postes de soldats nazis, ukrainiens et lettons autour du ghetto, à 25 mètres de distance les uns des autres, isolés ou par groupe de 3. Les soldats nazis pénétrèrent sur le terrain non habité du ghetto, croyant ainsi surprendre les combattants et les habitants. À 2h30 du matin, les premières nouvelles de nos observateurs nous parvinrent sur la concentration de fortes sections allemandes dans le ghetto. À 4h du matin, les hommes de l'organisation juive de combat occupèrent leur position, prêts à recevoir comme il se devait l'ennemi nazi. À 6h, 2000 SS, avec tanks, canons légers, à tir rapide, 3 camions chargés d'armes et des ambulances pénétrèrent dans le ghetto central. Le commando de transfert arriva en même temps. Les Juifs disparurent tous dans les bunkers, dans les tunnels souterrains et autres refuges. À la surface ne restèrent que les membres de l'OJC, l'organisation juive de combat, concentrés sur 3 positions clés, dominant l'entrée des rues principales du ghetto. La première rencontre eut lieu rue Nalewski. L'affrontement se termine par la victoire des combattants juifs. Les Allemands se retirèrent en abandonnant de nombreux blessés. La bataille principale se déroule au même moment au croisement des rues Mila-Zamenhof. Les partisans juifs surgirent des 4 coins et attaquèrent la première colonne qui pénétrait dans le ghetto. Au premier coup de feu, des pistolets automatiques, accompagnés de quelques grenades, jetées dans les rangs serrés des SS, les rues se vidèrent. Les uniformes verts disparurent pour se cacher dans les magasins et sous les porches des maisons voisines. Un quart d'heure après, des tanks apparurent, s'approchant des positions occupées par les combattants juifs. Une bouteille incendiaire jetée avec calme et précision toucha un tank. Le feu se répandit rapidement, le faisant voler en l'air. Ses occupants furent brûlés vifs. Les 2 autres tanks se retirèrent en hâte, avec les Allemands qui s'abritaient derrière sous une grêle de balles et de grenades bien ajustées. Les nazis venaient de perdre 200 hommes, morts ou blessés. Nous, Juifs, un seul combattant,
2 heures plus tard, les Allemands placèrent des canons légers sur l'espace situé entre les ghettos et ouvrirent le feu sur nos positions. Nous les abandonnâmes et les Allemands les occupèrent. Brusquement, des grenades furent lancées d'une maison voisine. Un de nos groupes, qui était resté inactif pour ne pas révéler sa position, attaquait l'ennemi pour la seconde fois au même endroit. Les Allemands laissèrent sur place 50 tués, pendant que les nôtres se retiraient sans perte. À 4 heures de l'après-midi, ce 19 avril 1943, il n'y avait plus d'Allemands, de nazis, sur le territoire du ghetto. Voilà donc ce témoignage lu par Francis Huster. Dans un instant, suite de ce RCJ Midi spécial consacré au soulèvement du ghetto de Varsovie, nous parlerons de la résistance féminine à travers un livre, Les Résistantes, paru aux Arènes, et nous retrouverons l'historienne Annette Viviorca. À tout de suite. RCJ Midi, édition spéciale, les 80 ans de la révolte du ghetto de Varsovie. Suite de cette édition spéciale, on va maintenant évoquer la résistance féminine avec Églantine Delalleux. Renia Kukielka, Zivia Lubetkin, Tosia Altman ou encore Zelda Treger. Ces noms ne vous disent sûrement rien, mais ces femmes ont marqué l'histoire pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est leur histoire incroyable que Judy Bataillon découvre il y a quelques années. Née dans une famille juive polonaise, survivante de la Shoah, cette conservatrice de musée tomba sur la vie de ces femmes courage dans une bibliothèque à Londres. Pendant 12 ans, elle recoupe leur histoire à l'aide d'archives, de témoignages et de documents et les raconte dans un livre, Les Résistantes, un ouvrage de 600 pages sur les destins d'une vingtaine de femmes qui choisiront de combattre et de se défendre dans le ghetto de Varsovie face à la barbarie nazie. Certaines étaient agentes de liaison, elles circulaient entre le ghetto et les villes pour faire passer des informations ou de l'argent en se déguisant en non-juives, c'est-à-dire qu'elles se teignaient les cheveux en blond et enlevaient leurs brassards. D'autres étaient éditrices de bulletins clandestins, de nombreuses combattantes cachaient aussi des armes dans des ours en peluche et organisaient des réseaux d'abris souterrains. 80 ans après, un silence s'est formé autour de ces femmes et pourtant, selon des historiens, elles étaient les piliers de la résistance juive dans le ghetto de Varsovie. Les Résistantes de Judy Bataillon à retrouver aux éditions Les Arènes. Et parmi ces femmes, Zivia Lubetkin, elle est l'une des dirigeantes de la résistance juive pendant la Shoah dans Varsovie occupée. Mathilde Amé nous lit son témoignage. Nous voyons un énorme afflux de soldats. Nous sommes une trentaine armés de fusils, de revolvers et de grenades. Une jeune fille, Tamar, éclate de rire à mes côtés et dit tout simplement « Ça me fait rire. Cette fois, ils vont payer. Même si nous devons tomber, ce ne sera plus comme jusqu'ici. » Et en effet, une armée qui avait conquis l'Europe entière, et non seulement l'Europe, reculait devant le ghetto. Nous-mêmes ne comprîmes pas alors comment cela s'était passé. Il y eut parmi nous 2 tués tombés par hasard, mais les Allemands reculèrent. Cela dura 3 jours. Pendant 3 jours, les Allemands ne purent pénétrer dans le ghetto. Par la suite, ils changèrent de tactique. Ils n'arrivèrent plus en formation de parade, mais en se faufilant, un à un. La lutte devint plus difficile, mais plus un seul juif ne se rendit sans combat. Non, les Allemands n'entrèrent plus dans le ghetto en scandant le pas de loi. C'était une véritable bataille qu'il leur fallait livrer rue par rue, maison par maison. À bout de patience, ils eurent recours à l'intervention de l'aviation. Des avions firent pleuvoir une nuée de bombes sur le ghetto, mais parmi les ruines, la résistance se poursuivit avec acharnement. On se battit jusqu'à la dernière munition. Le ghetto tint bon pendant plus de 6 semaines. Longtemps plus tard, des groupes sauvages continuaient à attaquer les Allemands qui s'aventuraient dans les ruines du ghetto contre lequel les Allemands avaient utilisé avions, canons, lance-flammes, bombes incendiaires, etc. Les bombardements coûtèrent la vie à des milliers de Juifs. Le feu fit fondre l'asphalte des rues et consuma les réserves de nourriture.
Les bombardements recouvrirent les puits creusés avec tant de peine. Des émissaires furent envoyés du côté arien de la ville pour demander l'aide des résistants polonais. Celle-ci fut des plus restreintes. En tout état de cause, il ne pouvait plus être question que de tenter de sauver les derniers survivants. Et nous sommes toujours en ligne avec l'historienne Annette Viviorca, spécialiste de la Shoah et de l'histoire des Juifs du XXe siècle. Annette Viviorca, qui était Sylvia Louetkin, cette femme dont nous venons d'entendre le témoignage? Alors, cette femme était, si ma mémoire est bonne, une militante sioniste ces jeunes gens qu'on retrouve dans la résistance, et les femmes en particulier, ils ne deviennent pas résistants comme ça d'une sorte de conversion. C'est en général des jeunes gens qui sont dans les mouvements de jeunesse extrêmement actifs des différents mouvements politiques. Donc elle, son rôle a été un peu occulté par celui de l'homme de ce compagnon, son mari, mais elle a fait partie de ces groupes armés. Elle a survécu et elle est partie ensuite en Palestine. Alors quand on parle de résistance féminine, on parle d'actions de contrebande, de recueil de renseignements, de sabotage. C'est le rôle donc de ces femmes qui se sont engagées? Ça a été beaucoup le rôle de ces femmes, surtout celles qui avaient, comme on dit, un bon physique, c'est-à-dire qui avaient l'air, bien évidemment, je mets plein de guillemets, à rien, et qui ont eu cette possibilité de circuler et d'être des courriers entre les différents ghettos. Mais ce que montre le livre de Judith Bataillon, c'est que en fait, elles ont joué de multiples rôles, y compris dans l'organisation juive de combat, dont Sylvia Louetkin a été une des chefs, hein, peut-on dire. Mais les femmes étaient très très nombreuses et dans ces mouvements de jeunesse, c'était des mouvements qui étaient relativement égalitaires entre les sexes, qui est une rareté pour l'époque. Et si on compare avec d'autres mouvements de résistance ailleurs, en France par exemple, on s'aperçoit que dans la résistance juive, dans celle des ghettos, les femmes ont été particulièrement actives et particulièrement héroïques. Judith Bataillon évoque des dizaines et des dizaines de femmes qui ont, comment dire, qui ont eu un rôle dans toutes les actions de résistance. Mmh. Pourquoi, justement, le rôle des femmes n'a pas été souligné? Peut-être plus largement le rôle de toutes les autres résistances, c'est-à-dire la résistance au niveau de l'éducation, de la résistance au niveau de la culture aussi. Tout ce qui n'est pas résistance armée a aussi été un acte extrêmement important dans ces ghettos. Oui, alors je pense que si ça n'est pas célébré, parce qu'on aime bien célébrer ce qui est le plus spectaculaire, ça a été quand même extrêmement bien documenté. Les journaux des ghettos, le journal d'Emmanuel Ringelblum a été publié très vite après la guerre, préfacé en France dans une édition un peu caviardée, mais quand même par Léon Poliakov. Et vous avez un formidable roman dès les années 50, écrit par un journaliste écrivain qui s'appelle John Hersey, qui s'appelle La Muraille, dont des films, des téléfilms ont été tirés, et dont le héros que Hersey appelle Noah Levinson est en fait Emmanuel Ringelblum. Et ça a été un énorme succès de librairie. Moi, je me souviens l'avoir lu, disons, ado, et il est encore disponible en collection folio chez
chez Gallimard. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire que ce qui s'est passé, donc Emmanuel Ringelblum a toujours été très, très inspirant. Je pense à un des tout derniers livres de Didier Huberman. Donc c'est documenté, c'est rappelé, ça fait l'objet de films, de livres, mais effectivement, pour commémorer, on commémore plutôt un acte, et on choisit une date, on choisit un événement, et effectivement, l'événement qui est commémoré, c'est l'insurrection du ghetto de Varsovie. Je pense aussi que c'est un peu consolateur, c'est-à-dire que après la guerre, on avait besoin le monde juif avait besoin de héros, et qu'en commémorant l'insurrection du ghetto de Varsovie, on commémorait aussi les victimes. Moi, j'étais à New York il y a 10 jours. Je suis allé sur Riverside Drive, où il y a une plaque, ça devait être le monument. Et la plaque est à la mémoire des insurgés du ghetto de Varsovie et des 6 millions de victimes. Le monument n'a jamais été construit, mais tous les ans, dans le 19, il y a une manifestation du souvenir devant cette plaque qui a été posée en 1946, donc tout de suite après la guerre. Donc je pense que derrière la célébration des héros de l'insurrection de Varsovie, il y a aussi le deuil des 6 millions de morts. Merci Annette Jurka de nous avoir éclairé aujourd'hui, à la veille de ce soulèvement du ghetto de Varsovie en ce jour de Yom HaShoah. Merci à vous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Ce RCJ Midi spécial Insurrection du ghetto de Varsovie se poursuit dans un instant avec vos chroniques. Nathalie Zage vous parlera du livre de Ginette Kolinka, Une vie heureuse, et Gabriel Alperne, dans sa chronique philo, nous parlera de la symbolique de la révolte du ghetto de Varsovie. À tout de suite. RCJ Midi, édition spéciale, les 80 ans de la révolte du ghetto de Varsovie. Dernière partie de cette édition spéciale consacrée à la révolte du ghetto de Varsovie en ce jour de Yom HaShoah. Voici Gabriel Alperne et sa chronique philo. La philo, Gabriel Alperne. En cette semaine de souvenir du soulèvement du ghetto de Varsovie, il est important de rappeler les mots du poète et résistant Israël Chaim Wilner, qui dit alors « Nous ne voulons pas sauver notre vie. Personne ne sortira vivant d'ici. Nous voulons sauver la dignité humaine. » En quoi ces mots nous touchent-ils aujourd'hui? Et comment pouvons-nous les comprendre? Israël Chaim Wilner nous rappelle que la liberté n'est jamais un combat singulier, mais toujours un combat universel. Lorsqu'une personne se bat pour sa dignité, elle se bat pour la dignité humaine. Lorsqu'une personne se bat pour sa vie, elle se bat pour la vie humaine. Il n'y a pas de combat singulier, il n'y a pas de combat particulier, il n'y a pas de combat individuel, surtout lorsque de telles valeurs humaines sont en jeu. Nous ne sommes pas des êtres humains éparpillés les uns les autres sur la surface de la Terre, tels des loups solitaires. Nous sommes tous liés les uns aux autres et c'est pourquoi celui qui sauve une vie sauve l'humanité entière. Cela interroge sur le mystère de l'entremêlement du singulier et de l'universel. Un mystère que la littérature sait parfois cultiver, et en vertu duquel, même si vous lisez un roman racontant l'histoire d'un homme vivant dans un igloo au XIXe siècle, vous pouvez vous sentir touché en plein cœur, comme s'il s'agissait de vous. Cela interroge aussi sur nos mots et nos comportements à l'égard des autres. Notre prochain n'est pas juste notre prochain, il symbolise aussi tous les êtres humains. Chacune de nos actions a vocation à devenir universelle. Chacun de nos comportements a vocation à devenir universel, et c'est au nom de cette idée que le philosophe Emmanuel Kant a pu écrire son célèbre impératif catégorique « Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux aussi vouloir que cette maxime devienne une loi universelle. » Autrement dit, es-tu certain que ce que tu t'apprêtes à faire mérite de devenir un comportement universel? Ton action mérite-t-elle de devenir un modèle d'action pour tous? Si rien n'est singulier, et que tout est universel, alors chaque être humain a une valeur d'autant plus importante. Nous ne voulons pas sauver notre vie, personne ne sortira vivant d'ici, nous voulons sauver la dignité humaine.
La dignité humaine a été sauvée ce jour-là. Mais il appartient à chacun de nous de continuer à la sauver jour après jour, et demain aussi. Merci à Gabrielle Alperne. Et puis pour terminer, nous allons évoquer un visage familier, un visage chaleureux, celui de Ginette Kolinka, et accueillir Nathalie Zajd. La psychologie, Nathalie Zajd. Bonjour Nathalie Zajd. Bonjour Rudy. Alors aujourd'hui Nathalie, vous allez nous parler d'une survivante, Ginette Kolinka, et soulever la question que se pose tout survivant, comment expliquer qu'on ait survécu ? Oui, comment un être humain peut-il survivre à la torture, la faim, la soif, le froid extrême, les coups, les maladies, la privation de soins, de sommeil pendant des mois, des années, sous le joug de tortionnaires sadiques qui veulent sa mort? Comment a-t-on pu survivre au milieu des camarades qui sont morts les uns à la suite des autres, et sachant que les proches sont morts gazés et partis en fumée, sachant que ce sera bientôt son tour? Alors comment un être humain peut-il survivre à cela? Eh bien c'est précisément ce que se demande Ginette Kolinka dans les 2 petits livres de témoignages qu'elle a publiés avec Marion Ruggieri aux éditions Grasset. Retour à Birkenau et Une vie heureuse. Ginette a été déportée à Auschwitz à l'âge de 19 ans avec son père, son petit frère et son neveu qui sont morts là-bas. Ginette fait partie du petit groupe de filles qui ont survécu avec Marceline Loridan, Simone Veil, pour ne citer que les plus célèbres, et qui sont restées liées toute leur vie. Alors comment des êtres humains ont-ils pu supporter cela? C'est la question que se pose tout survivant. Est-ce qu'il y a une réponse? En tous les cas, ce n'est pas aux survivants d'y répondre. Alors, mais qui peut répondre à une telle question? Ce serait plutôt celui à qui le survivant raconte son martyre. C'est là qu'on assiste à un malentendu entre les témoins et ceux qui recueillent leurs témoignages. Depuis les années 1980, les survivants témoignent en nombre et c'est à chaque fois une situation qui mérite qu'on y réfléchisse. Ceux qui recueillent leurs témoignages restent passifs. Ils écoutent le récit du témoin, mais ne font aucune proposition pour lui dire comment ils comprennent ce qu'il a vécu. Comme si c'était au survivant à la fois d'exposer les faits et de répondre à sa propre énigme, car tout survivant est une énigme vivante. Mais si vous dites qu'il s'agit d'un malentendu, c'est que vous pensez qu'il est possible de répondre à cette question. Voyez-vous, Rudy, je crois que oui. Je pense que comprendre la survie passe par la réponse à 2 questions que je formulerai ainsi. La première, c'est: que peut faire le survivant des secrets et des connaissances terribles auxquelles il a eu accès dans l'envers du monde? La seconde question à laquelle on doit l'aider à répondre, c'est: pour quelle existence mes compagnons et parents qui n'ont pas survécu m'ont-ils missionné? Car je suis convaincue que tout survivant des camps est en mission d'existence. Chaque fois qu'il raconte son martyre, c'est pour revenir sur sa métamorphose, pour identifier précisément quel humain il est devenu dans les camps et pour quelles raisons il est resté vivant après les camps. Alors, si Ginette Kolinka n'a pas reçu de réponse, elle témoigne en tous les cas d'une joie de vivre impressionnante. C'est ce qu'on découvre en lisant les 2 témoignages qu'elle publie aux éditions Grasset. Merci Nathalie. Et c'est la fin de ce RCJ Midi, édition spéciale. Dans un instant, c'est Postface, l'émission littéraire de RCJ avec Josiane Savignon. On se retrouvera demain à 8h en direct de Varsovie pour un RCJ Midi exceptionnel depuis les lieux de l'ancien ghetto. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de RCJ. RCJ Midi, édition spéciale. Les 80 ans de la révolte du ghetto de Varsovie.